Le fait de changer de forum, ça va s'appeler le Centre Molson, là, mais c'est une bonne chose d'après vous, quoi? Ben, une bonne chose. Moi, je dis que c'est pas une bonne chose. Parce que c'est rendu que le hockey va coûter trop cher. Le prix du billet va monter de 30-40 même presque. Je peux pas comprendre que le monde va payer ces prix-là. Il faut que ce soit des compagnies qui achètent des billets de saison. Voir de ça, mais je pense que c'est une bonne chose. Ça va être une patinoire neuve. Le public va aller voir ça plus souvent. On va peut-être s'adapter à ça, mais ici, il me semble que ça aurait pu durer encore plus longtemps. Celui que vous venez d'entendre ici, c'est Maurice Richard, étoile de l'équipe du Canadien de Montréal. Cet extrait, tiré d'une entrevue avec Bernard de Rome le 11 mars 1996, soit à la fermeture du forum, aborde une corde sensible du hockey. La rentabilité du sport est primordiale pour les investisseurs et a été présente tout au long du développement du hockey professionnel. Eh oui, l'argent et la quête pour en faire toujours plus se trouvent à la base du développement de notre sport national. Pas besoin d'aller bien loin pour en avoir un exemple, puisqu'une aréna a été construite à Hochelaga dans le but précis de faire des sous. Enfilez vos patins et habillez-vous chaudement. Nous allons être transportés au coin de Sainte-Catherine-Est, dans le sud-ouest d'Hochelaga, en 1908. C'est proche du viaduc, au-dessus des chemins de fer, que se trouvait l'Aréna Jubilée, lieu mythique de l'histoire du hockey, endroit pourtant aujourd'hui méconnu. Vous écoutez Mémoire MHM, un balado de l'Atelier d'histoire Merci Hochelaga Maisonneuve. Aujourd'hui, on aborde l'histoire de l'Aréna Jubilée et son rôle dans l'histoire du hockey à Montréal. Au début du 20e siècle, Montréal, capitale économique du Canada, devient le lieu central de l'industrie du pays. La ville, en plein développement, attire les gens. Ils quittent la campagne avec comme objectif de trouver du travail. Ce phénomène entraîne le développement des quartiers ouvriers, comme Hochelaga. Dans l'ouest de la ville, ceux qui profitent du développement économique ont plus de temps et d'argent. De nouveaux sports voient le jour, dont le hockey. Michel Vigneault, historien spécialiste de l'histoire du hockey, nous explique plus en détail la place de Montréal dans le développement de ce sport. Bon, Montréal, c'est entre guillemets la naissance du hockey. C'est le lieu de naissance. Officieusement, c'est le 3 mars 1875. Mais on sait que les gars jouaient avant, puis tout, avec les textes qu'on connaît. Mais Montréal, c'est le centre d'organisation du hockey au départ. Okay. C'est là qu'il y a eu le premier tournoi de hockey en 1883, le premier match en 1875. La première ligue a été fondée à Montréal en 1886. Après ça, la Ligue nationale de hockey a été fondée à Montréal aussi en 1917. Donc, Montréal, c'est le centre. Donc, le hockey naît à Montréal, mais au début, c'est un sport surtout réservé à la population anglophone de la ville. Mais, peu à peu, le sport va s'insérer dans les milieux francophones. Certains entrepreneurs, ambitieux, voient dans cette population un nouveau bassin de joueurs et de clients potentiels. Pourquoi ne pas construire un aréna dans l'est de Montréal à Hochelaga? C'est avec cette idée en tête que l'Aréna Jubilée est construite. Située sur les lieux des anciennes casernes militaires de la Hochelaga Light Infantry, elle est inaugurée le 15 décembre 1908. Cette grande ouverture, prévue la semaine précédente, fait énormément parler. Le journal Le Canada publie le jour même sur ses pages « Tout est prêt pour l'ouverture du patinoire Jubilé qui aura lieu ce soir. Les propriétaires ont mis la dernière main aux travaux et rien ne manquera pour faire un succès colossal de cette inauguration. Il y aura fanfare pour égayer les gracieuses évolutions de nos gentilles patineuses. En un mot, les arrangements les mieux conçus ont été faits pour rappeler à tous cette ouverture du plus grand patinoire de la partie Est. » À Hochelaga, l'enthousiasme est palpable. Il faut dire que l'Aréna Jubilée n'est pas n'importe quelle aréna. Ce bâtiment, dont les estrades peuvent accueillir 3200 personnes, est l'un des plus grands de Montréal à l'époque. Les propriétaires, Doran et Lécuyer, sont des hommes d'affaires. Le plus connu des deux, Patrick Doran, est déjà bien connu dans le milieu du hockey montréalais. Il a fait sa fortune dans la vente de meubles et depuis, il est actionnaire du club de hockey professionnel des Wanderers. À l'époque, les Canadiens n'existaient pas et les Wanderers, c'est l'équipe chouchou des Montréalais. Pour Doran et ses associés, construire un aréna dans Hochelaga permet de faire connaître les sports de glace aux francophones de Montréal et par la même occasion se remplir les poches.
Les adversaires ont peur devant nos tricolores. Quand sur la ligne de punch, ils voient Maurice Richard. C'est Maurice Richard qui est populaire. C'est Maurice Richard qui score tout le temps. C'est Maurice Richard qui est populaire. C'est Maurice Richard qui score tout le temps. Contrairement à ce qu'on peut s'imaginer, les matchs de hockey ne sont pas les premiers événements à se tenir sur la glace du Jubilé. Dès janvier 1909, on peut lire dans les journaux que de grandes mascarades, c'est-à-dire des défilés de patineurs costumés, sont organisés à l'aréna. Au son d'une musique harmonieuse, pierrots et chevaliers, princes et cheminots, soldats et clowns, comtesses et bouquetières défilent sur la glace. Et c'est un vrai succès. Pour les mascarades de mars, on rapporte que 1800 personnes y assistent. Ces événements ne suffisent pourtant pas à rentabiliser l'aréna. Dès septembre 1909, soit moins d'un an après son ouverture, The Quebec Chronicle rapporte que la patinoire doit rapidement attirer de nouveaux clients, sinon les propriétaires devront mettre la clé sous la porte. Doran, déjà actionnaire de l'équipe des Wanderers, voit dans le hockey le potentiel salut du Jubilé. En mars dernier, il avait organisé un match test qui opposait les Wanderers à une équipe composée de joueurs étoiles francophones. Malgré une température épouvantable, le match attire plus de 1000 spectateurs dans les gradins. À l'automne 1909, excité par le succès de son match test et motivé par les problèmes financiers du Jubilé, Doran essaie de convaincre les propriétaires de la principale ligue de hockey professionnelle de faire du Jubilé le domicile permanent des Wanderers. La réponse est immédiate. Non. Pour les propriétaires de la ligue, aller au Jubilé veut dire perdre de l'argent. L'aréna de Westmount, domicile des Wanderers, possède près de 3000 places de plus que celui du Jubilé, et qui dit plus de places, dit plus de billets, et au final, plus d'argent. En plus, pour les propriétaires, l'aréna Westmount est plus proche des vrais fans, les Anglos. On ne leur demandera certainement pas de prendre le tramway pour aller se perdre dans un quartier ouvrier de l'Est de Montréal. À cette époque, le monde du hockey bouge énormément. La même journée, Doran rencontre John Ambrose O'Brien, propriétaire d'une équipe de hockey en Ontario. Les deux hommes décident de fonder leur propre ligue de hockey professionnelle, la National Hockey Association. À l'époque, il existe de nombreuses ligues, comme nous l'explique Michel Vigneault. C'est parce que, regarde, tu avais une ligue qui est la Ligue senior, qui est la grosse ligue, mais que Donald Gay a appelé la vieille ligue, par rapport à ce qu'il lisait dans les journaux de l'époque. Donc, c'est la première ligue qui a été créée en 1886, qui va devenir la Ligue nationale par ricochet en 1917. Okay. Mais en dessous de ça, tu as un paquet de ligues. Tu as la Ligue intermédiaire, la Ligue junior, qui était toute organisée par la Ligue senior. Donc, c'est les mêmes équipes qu'on retrouvait un peu, plus d'autres organisations. Ensuite, tu avais des ligues de garage, qu'on appelle aujourd'hui des ligues de garage, qui étaient à l'époque des ligues industrielles. Donc, les industries, les commerces, les églises, les écoles. Donc, tu as un paquet de types de ligues qui existent. Mais si tu parles de ligues organisées, point de vue comme on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire professionnelles et tout, là, il y en avait qu'une. Okay. C'était la Ligue senior. Il existe donc plusieurs ligues dont les niveaux varient entre amateurs ou professionnels, jeunes et adultes. Pour assurer le succès de la National Hockey Association, O'Brien propose de mettre en place une équipe de joueurs francophones pour un public francophone. C'est donc avec ce but bien précis en tête qu'est fondée l'équipe du Canadien de Montréal. Comme vous l'avez probablement deviné, le premier match du Canadien à domicile se tient à l'Aréna Jubilé. Les têtes d'affiche sont Jean-Baptiste Laviolette, qui est à la fois joueur, entraîneur et directeur général du club, mais aussi Édouard Nouzil-Lalonde et Didier Pitt. Ces derniers passent à l'histoire, devenant ainsi les premières vedettes du Canadien. Cette fièvre du hockey permet au Jubilé de se remettre sur les rails. Cette lune de miel n'est pourtant que de courte durée. La saison suivante, le Canadien déménage à l'Aréna de Westmount suite à son acquisition par le Club athlétique canadien. 1912 est donc une mauvaise année pour le Jubilé, qui perd son équipe de hockey professionnelle, mais elle est aussi fatale pour Patrick Doran. Les journaux de l'époque rapportent que le 7 décembre à 20h, Doran s'est effondré, hausse à la main,
alors qu'il supervisait la remise à neuf de la glace. La mort de son propriétaire présage-t-elle l'avenir du Jubilé? Heureusement pour l'Arena, la Première Guerre mondiale viendra changer bien des choses. En tant que centre industriel de première importance, Montréal est fortement affecté par les débuts de la guerre en Europe. L'attention de tous et toutes est tournée vers l'effort de guerre et l'économie se transforme pour répondre aux besoins militaires. Le hockey et l'Arena ne sont donc plus le centre d'attention d'une société qui regarde partir ses hommes en Europe. Les femmes, quant à elles, doivent travailler dans les usines pour combler le départ massif des ouvriers. Ce premier pas à l'extérieur du foyer est révélateur pour de nombreuses femmes, mais est aussi très intéressant pour les promoteurs de l'Arena Jubilé. Dans leur quête de rentabiliser l'Arena, ils ont compris que le hockey est très vendeur. Pourquoi ne pas miser sur l'intérêt des gens pour le hockey féminin? Mais les femmes, est-ce qu'elles jouent au hockey? Non, le hockey féminin date des années 1890. On reconnaît le premier match féminin à Ottawa en 1891 avec la fille de Lord Stanley, qui par hasard jouait au hockey avec ses frères, qui ont formé un club. Les frères ont formé un club qui s'appelait Rideau Rebels avec les employés de Rideau Hall. Et la sœur était plus jeune, elle avait 12 ans à peu près. Elle jouait avec ses grands frères et elle a décidé d'organiser un match avec les femmes des employés de Rideau Hall. Donc, on a une photo de ce match-là, de 1891. Oh. Fait que c'est quand même assez intéressant. Et par la suite, on voit les premiers matchs de hockey féminin, mais c'est surtout pour les œuvres de charité, surtout avec la guerre des Boers. Donc, c'est anglophone. Le premier match à Montréal est en 1900. C'est entre les femmes de Westmount et les femmes de Montréal. En tout cas, c'est les deux noms des équipes qui ont été donnés. On n'a pas d'idée ce qui étaient les joueuses, par exemple, malheureusement, mais on sait que c'est quand même des bourgeoises, des femmes. La plupart célibataires. Donc, elles ont le temps de jouer. Elles jouent 1 ou 2 fois par année. Fait que c'est pas des choses qu'ils pratiquaient beaucoup. Ça va durer jusqu'à peu près 1910. Il existe donc déjà la présence de ligues féminines de hockey à Montréal. Celles-ci ne sont pas organisées de la même manière que celles masculines. Sans horaire précis et régi par aucune règle, ces matchs où les femmes vêtues de leurs jupes se lancent sur la patinoire fascinent. On peut lire dans les journaux: Ce sera un spectacle pour le moins attrayant que de voir ce soir à l'Arena une équipe de dames de Trois-Rivières disputer le championnat du hockey aux dames de Montréal. Au tournant du 20e siècle, les femmes qui jouent au hockey sont pour la plupart, pour ne pas dire toutes, célibataires, anglophones, et plus souvent qu'autrement, étudiantes dans les grandes universités anglophones du pays. Mais où sont les femmes francophones dans tout ça? Leur absence est en partie due aux contraintes sociales imposées par l'Église catholique. Si vous aviez assisté à la messe un beau dimanche, votre curé vous aurait expliqué qu'une femme accomplie porte 3 chapeaux. Celui de l'épouse obéissante et soumise à son mari, celui de la mère éducatrice de ses enfants, et finalement celui de la ménagère ingénieuse et économe. Si la femme prend un moment trop long pour s'adonner à d'autres loisirs, elle doit rendre des comptes, et pas à n'importe qui, à Dieu. Cette vision traditionnelle de la femme ne les encourage donc pas à prendre d'assaut les patinoires. En plus, le hockey, sport créé, organisé et pratiqué par les hommes, entre en contradiction avec la vision biologique véhiculée de la femme. Ce discours répandu à travers le monde occidental est même soutenu par la médecine. De nombreux médecins expliquent que la pratique de sport affecte le corps de la femme, ayant des effets négatifs sur l'utérus et donc sa capacité à devenir une mère. L'exceptionnalité des matchs entre femmes trouve naissance dans leur but premier. Ils servent à amasser de l'argent pour des œuvres de charité. Au début de la Première Guerre mondiale, à l'hiver 1914, le hockey féminin prend de plus en plus de place dans le quotidien des Montréalais et Montréalaises. La création de la Ligue Bell Téléphone, composée de 6 équipes représentant les différentes centrales téléphoniques, voit le jour. Ces équipes, majoritairement composées de joueurs anglophones, stimulent l'intérêt des spectateurs et spectatrices, mais ne durent pas plus longtemps qu'un hiver. Il n'en faut pas plus pour les propriétaires du Jubilé qui flairent une bonne opportunité d'affaires. J'ai pour épouse une petite femme, tout à fait comme il faut. Elle est jolie, aimable et douce, elle n'a pas de défaut.
Mais lorsque du jeu de hockey arrive la saison, il n'y a plus moyen de la garder à la maison. Oh le hockey, c'est une vraie passion. Oh le hockey, quelle ambition. Elle est toujours la première tous les samedis soirs. En décembre 1915, la Ligue de hockey des Dames de l'Est voit le jour à l'Arena de Schlaga. Cette ligue de femmes célibataires qui habitent encore chez leurs parents est au départ composée de 4 équipes. Le Western, le Télégraphe, le Maisonneuve Stanley et le North End Stanley. La tenue de match, tous les lundis soirs à l'Arena Jubilé, intrigue et connaît un succès populaire. Dans les journaux comme Le Devoir, on rapporte l'ajout de 12 autres matchs à la saison, soit entre le 13 décembre 1915 et le 28 février 1916. La foule court les matchs de ces hockeyeuses en demandant encore et encore plus. Ce sport-spectacle féminin n'est plus seulement une curiosité et prend des proportions que les propriétaires du Jubilé n'auraient pas pu espérer. Autre particularité dans cette ligue, les femmes sont payées, ce qui en fait des joueuses de hockey professionnelles. Mais combien gagnent-elles? J'ai déjà fait le calcul avec quelqu'un il n'y a pas longtemps en plus. On a essayé d'évaluer à peu près, ça donnait environ 500 $ par année. Regarde, on a calculé, l'Arena Jubilé contient environ 5000 personnes. Okay? Si tu calcules que chacun paye environ $1, donc ça fait 5000 $ par soirée, il y a 2 matchs. Est-ce qu'ils payaient un billet pour les 2 matchs ou c'était un billet par match? Ça, c'est une autre histoire. Tu as environ 10 filles par équipe, donc ça fait 40. Fait que tu calcules tout ça, ça te donnait environ un salaire de 500 $ par fille, à peu près. Ça correspond à un salaire d'ouvrier d'1 an. Quand même. Oui, fait que c'est quand même assez impressionnant, là. Mais, tu sais, c'est des calculs approximatifs, fait qu'on n'a aucune idée c'était quoi le prix du billet. Il faudrait chercher dans les journaux, les annonces, c'est là qu'on verra le prix du billet et tout. Puis c'est ça, c'est des approximations. Il y a combien de personnes réellement dans l'aréna? Parce que l'aréna, autant au Westmount que le Jubilé, c'est pas des sièges, ce sont des bancs. OK. Qui fait qu'on peut tasser le monde sur un banc. Oui, on peut se coller. C'est ça. Puis en plus, il ne faut pas oublier, l'aréna, c'est de la glacette naturelle. Donc, il fait froid à l'intérieur. On ouvre les fenêtres parce qu'il y a des fenêtres sur les murs. Et donc, on ouvre les fenêtres pour garder la glace froide. Et ce qui fait que donc les gens sont habillés avec leur manteau. Fait que, regarde, c'est quoi la grandeur des bancs, c'est combien de personnes, tu sais, c'est des approximations. Fait qu'on n'a aucune idée qu'il y avait vraiment de personnes à l'intérieur. Un salaire impressionnant pour l'époque qui contribue certainement à stimuler l'intérêt de ces femmes. D'ailleurs, le nombre d'équipes de la Ligue des Dames de l'Est passe rapidement de 4 à 6, puis à 7. Une équipe se démarque de manière significative, le Western. Dès la première saison, elle rafle le titre de vainqueur du championnat, et ce, pendant 3 années de suite. Ces succès, lors de la 2e saison, traversent même les frontières de la ville de Montréal, puisqu'ils sont rapportés dans des journaux provenant d'ailleurs au Québec, comme dans le Sherbrooke Daily Record. Leur exploit attire des louanges qui étaient inimaginables quelques années plus tôt. Si elles continuent à jouer, on les croit capables de rivaliser avec leur pendant masculin en vitesse et en efficacité. Les joueuses remettent en doute certains stéréotypes véhiculés, comme celui de leur fragilité et de leur douceur. Certaines d'entre elles percutent violemment leur adversaire au point de s'assommer. La rudesse n'empêche pas les hockeyeuses de devenir de plus en plus populaires. Cette popularité crée tellement d'enthousiasme chez les spectateurs qu'on craint les débordements. C'est le cas lors d'un match opposant le Western au Maisonneuve Stanley, puisque les forces policières de Schlaga sont envoyées sur les lieux pour s'assurer du bon déroulement. Les émeutes et le hockey à Montréal, c'est une histoire qui ne date pas d'hier. C'est dans cet engouement pour le hockey féminin qu'une jeune fille sort du lot. Agnès Vautier, âgée d'à peine 17 ans à l'époque, devient la joueuse étoile par excellence, reconnue comme la hockeyeuse la plus rapide de Montréal. Les prouesses légendaires de cette fille de charpentier canadien-français émerveillent les fans. Elle ne semble pas rencontrer une opposante capable de lui tenir tête. Son équipe, le Western, continue de trôner au sommet de la Ligue. En 1917, le club remporte encore une fois le championnat. Les journaux, comme Le Devoir, s'emparent rapidement de cette victoire de 4-0 contre le Télégraphe.
Comme d'ordinaire, une large part du succès revient à mademoiselle Agnès Vautier, capitaine de l'équipe qui a compté 3 points pour sa part. Le western et sa capitaine semblent indétrônables. Cette réalité prend fin lors de l'affrontement de l'équipe contre un groupe de leurs consoeurs ontariennes. L'une d'entre elles, la franco-ontarienne Albertine Lapensée, se révèle être capable de faire face à Agnès Gauthier. Au début de l'année 1916, les joueuses chouchous de Montréal traversent vers la province voisine pour aller affronter l'équipe de Cornwall. À la surprise des Montréalais, le Western subit une défaite de 1-0. Ce match marque le début d'une rivalité légendaire dont les journaux se régalent. Certains sont dans le camp La Pensée, comme dans The Québec Chronicle. D'autres, comme Le Devoir, préfèrent vanter les talents de Vautier. Si le Western n'a pas une Albertine Lapensée pour guider ses efforts, il possède cependant dans mademoiselle Agnès Vautier une autre artiste de grande envolée. Mademoiselle Vautier est également dans une classe à part et c'est principalement à elle que revient le crédit des multiples victoires remportées cette saison par son club. Une chose est certaine, cette rivalité fait courir les foules. L'année 1917 semble celle du hockey féminin. Bien que La Pensée et son équipe sont tellement bonnes qu'elle écrase le Western de Montréal à chacune de ses visites, le hockey féminin a le vent dans les voiles. On peut même repérer les étoiles du Canadien de Montréal de l'époque, comme Jack Laviolette, Didier Pitt, Newsy Lalonde et même le directeur général du club, George Kennedy, dans les gradins de l'aréna. Les filles sont tellement en demande qu'elles jouent entre 3 et 4 parties par semaine. On rapporte même que l'éclairage du jubilé défectueux en plein mois de janvier 1917 coûte quelques passes, mais n'effraie pas pour autant les fans des Westerns. La disparition d'Albertine Lapensée au printemps 1917 et la montée de la violence dans les matchs de la Ligue des Dames de l'Est contribuent au déclin progressif du hockey féminin. Cette baisse de l'intérêt des Montréalais tombe comme par hasard au même moment que le retour des soldats d'Europe. Malgré la volonté d'Agnès Vautier de donner un second souffle à ce sport, l'intérêt diminue. Le jubilé se trouve maintenant au point mort. Que doit-on faire pour stimuler de nouveau l'intérêt du hockey dans Hochelaga? Comment rentabiliser l'aréna? Après cet intermède féminin, le hockey professionnel masculin redevient le centre d'intérêt des fans, ce qui place les propriétaires du Jubilé dans une situation précaire. Comment attirer l'attention de la LNH au Jubilé? En décembre 1917, une course aux enchères se met en place pour obtenir le statut d'aréna résidente du Canadien de Montréal. On s'en souvient, son départ pour l'aréna de Westmount avait créé un certain vide. Afin de faire compétition, Lucien Riopel, gérant du Jubilé, offre, et je cite, une coupe de 1000 piastres à la LNH, fondée quelques mois plus tôt, pour qu'une équipe vienne s'installer dans son aréna. Malgré cette offre très alléchante, le Canadien ne déménage pas au Jubilé. Le 2 janvier 1918, l'aréna de Westmount, lieu où se tiennent tous les matchs de hockey professionnel à Montréal, est complètement rasé par les flammes. Le match, censé se tenir le lendemain, est également annulé car les Canadiens et les Wanderers ont tous deux perdu leur équipement lors de l'incendie. Et malheureusement pour les historiens, les archives des deux équipes. Cela n'empêche toutefois pas les amateurs de continuer de profiter de leur sport. Mais à quoi ressemblent les matchs de l'époque? Les joueurs jouent 60 minutes. Il n'y a pas de remplaçant, ou très peu. Il y avait, depuis 1912, on avait passé un règlement qu'on pouvait changer les joueurs pendant le jeu. Sauf que la plupart des joueurs passaient 60 minutes quand même sur la patinoire. Fait que tu as 10 joueurs habillés. Donc 3 remplaçants qui jouent peut-être 3-4 minutes par match. Donc les joueurs passent la plus claire du temps là-dessus. Donc ce qui veut dire qu'en rentrant en troisième période, les joueurs sont pas mal fatigués, malgré tout. Le jeu est très lent par rapport à la première période. Aussi, bon, le jeu de passe est complètement différent d'aujourd'hui. La passe avant est interdite. Okay. Il n'y a pas de ligne bleue. La ligne bleue va apparaître seulement en 1919. Et la ligne rouge du centre va apparaître seulement en 1943. Qui fait que le hockey est totalement différent de ce qu'on connaît. Quand on a introduit la ligne bleue, c'est pour permettre la passe avant, mais à l'intérieur de la zone. Donc, tu n'as pas là de passer d'une zone à l'autre. OK. Fait que tu transportes la rondelle au-dessus de la ligne bleue avant de faire une passe. Donc, regarde, c'est un jeu qui est carrément différent. C'est du rugby, comme j'ai dit tantôt.
La base du jeu, c'est le rugby, donc la passe arrière. Au départ, les premières années, on joue pareil comme un rugby. C'est-à-dire qu'un joueur porte la rondelle, fonce dans le tas. Quand il ne peut pas avancer, il passe la rondelle en arrière à un coéquipier. C'est pareil comme un match de rugby aujourd'hui. Des changements sont donc perceptibles. Suite à la destruction du Westmount, les fans de hockey professionnels déménagent au Jubilé avec leur équipe, mais certaines conditions sont à prendre en compte. Il est interdit de fumer. Maintenant bien installé au Jubilé, le CH attire les foules. Le 7 mars 1919, The Quebec Chronicle rapporte que tous les sièges pour les matchs les opposant aux sénateurs d'Ottawa sont occupés. Ces affrontements, où Montréal a raflé le titre de champion de la Ligue, a réuni 500 partisans des sénateurs et 2500 partisans des Canadiens. L'équipe de Montréal performe et contribue à faire du hockey un élément de l'identité canadienne. Le Jubilé profite dès lors de ce mouvement sportif en pleine expansion, mais pas pour très longtemps. L'Arena est victime d'un incendie à son tour le 23 avril 1919. Vers 16 heures, les flammes détruisent entièrement le bâtiment. Le mauvais état des fils électriques et le bois sec de la structure participent à la rapidité avec laquelle le feu ravage le Jubilé. Le Devoir rapporte « En peu de temps, on ne voyait plus que le squelette fait de poutres d'acier, elle-même qui, bientôt après, s'écroulait. » On estime dès lors les dommages à plus de 25 000 $. Ce montant est énorme si l'on se rappelle qu'un ouvrier gagne entre 300 et 400 $ par année. Après le Westmount, le Jubilé. Mais sont-elles les seules à succomber à des feux? Ces infrastructures sportives-là brûlent à l'époque? Le Montagnard a brûlé. L'Ontario, je pense qu'il a passé au feu aussi. La raison est simple. C'est des structures de bois. C'est de la glace naturelle. Et naturellement, à l'époque, on a le droit de fumer. Qui fait que des cigarettes, des allumettes mal éteintes ont mis le feu. Sauf à l'Arena de Westmount, qui est en briques. Lui, c'était un problème électrique qui a mis le feu. Mais le bois sec a joué aussi à ce moment-là. C'est ça. La plupart des arénas ont passé au feu. Bois sec, allumettes mal éteintes et problèmes électriques semblent avoir scellé le destin des arénas de cette époque. Le Jubilé n'est qu'un parmi tant d'autres. Tout au long de son existence, l'aréna et les activités qui s'y sont tenues ont été modelées afin de susciter l'intérêt des gens du quartier. À l'époque, le pari n'est toutefois pas rentable. Une fois brûlée, elle n'est jamais reconstruite. Les Canadiens déménagent de nouveau pour s'installer à Mont-Royal, aréna fraîchement construite en 1920 et toujours présente dans le paysage de la ville. Le Jubilé est alors chose du passé, ce qui n'est pas le cas du hockey. Au contraire, cet épisode féminin de Hockey Montréal donne naissance à quelque chose de beaucoup plus gros. Le hockey féminin est maintenant un aspect important des Jeux olympiques qui, au Canada surtout, attire les foules, que ce soit en direct ou en rediffusion sur nos écrans. La création en 2023 de la Ligue professionnelle de hockey féminin est le dernier élément en date qui s'inscrit dans une histoire dont les origines remontent à une époque beaucoup plus ancienne que l'on pourrait croire. Merci à Michel Vigneault de nous avoir prêté sa voix et ses connaissances. Merci aussi à l'équipe du podcast, Olivier Dufresne et Mathieu Mazot, et à Clovis Lamarre pour la musique. Vous venez d'écouter Mémoire de MHM, un balado produit par l'Atelier d'Histoire Merci Hochelaga Maisonneuve. Vous pouvez nous trouver sur Facebook, Instagram et YouTube. Cet épisode a été écrit et réalisé par Catherine Thibault, c'est-à-dire moi-même. Merci de votre écoute.